Euh, Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour une nouvelle présentation sur le cours des installations électriques dans le secteur du bâtiment. Bon, alors la dernière fois, donc, on avait parlé de la protection des personnes, plutôt du matériel. Maintenant, on va passer à la partie concernant la protection des personnes. Alors, ici, une illustration simple de ce qui se passe, des défauts, hein. Ce qu'on appelle les défauts de masse. Donc, les défauts de masse, donc, généralement, voilà, donc, ça se passe lorsque il y a la phase qui est mise en contact accidentellement avec la masse ou bien la carcasse d'un récepteur. Alors, et lorsque la personne vient toucher à un moment donné le couvercle, bien la carcasse du récepteur, alors en ce moment-là, nous avons un courant qui circule dans cette personne et ce courant, c'est ce qu'on appelle le courant de défaut. Très bien. Alors ce courant de défaut, bien sûr, donc il y a aussi une tension aux bornes, voilà, aux bornes voilà, donc, ici. Nous avons également une tension qui, on a dit, cette tension-là, donc ça peut être dangereuse sur la personne. Si jamais il dépasse la valeur limite connue, qui est égale à 50 volts dans le cas d'un milieu sec, ou tout simplement 25 volts dans le cas d'un milieu humide. Très bien. Alors, donc ici, ce qu'on va faire avant de voir comment est-ce qu'il faut se protéger, ou bien protéger les personnes contre ces défauts, d'accord, donc contre ces accidents. Donc, on va d'abord voir quels sont les effets de ces accidents justement sur la personne accidentée. Très bien. Alors, donc voilà, donc, les effets en gros, donc j'aimerais rapidement vous les montrer ici sur une figure. Voilà. OK, très bien. Donc ici, on voit bien que voilà, donc les paramètres à prendre en compte pour l'évaluation des risques. Donc, quels sont les risques, hein, sur le corps humain et quels sont les paramètres qui présentent un risque sur cette personne qui touche soit d'une manière directe ou bien d'une manière indirecte. Voilà, donc un fil mis à une tension. Très bien. Alors, les paramètres qui interviennent dans le risque, dans l'évaluation des risques. Donc, il y a d'abord le courant qui circule dans la personne, comme on le voit ici. Il y a aussi la tension au bord. Voilà, donc, au bord de cette personne. Troisième paramètre, ça doit être la résistance même de la personne. Donc, voilà. Et puis, surtout, bien sûr, il y a le temps de passage du courant, donc le corps humain. Très bien. Donc, ce sont les quatre paramètres qui, apparemment, présentent un risque sur la personne. Alors, sur la figure en bas ici, donc, on vous montre tout simplement quel est, par exemple, l'effet du courant I sur l'être humain. Donc, comme vous le voyez, donc, c'est un risque qui augmente avec l'augmentation de l'intensité du courant qui traverse le corps. Bien. Donc, voilà. Donc, on a dit que quand est-ce qu'il y a un risque? Lorsqu'il y a donc un contact. Et les contacts entre la personne et les objets sous tension. Alors, les contacts, ils peuvent être divisés en deux cas. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des contacts directs. Donc, ça se passe lorsque la personne touche directement un câble, par exemple une phase, c'est-à-dire lorsqu'elle touche directement donc,
voilà, une phase justement. Donc, avec, voilà, donc à deux contacts avec les parties actives, les parties normalement sous tension, donc portées à des potentiels différents. Donc, il y a contact direct. À un contact avec la Terre ou une partie active, c'est le contact, voilà, le contact direct. Puis, il y a le contact indirect, c'est lorsque la personne ne touche pas directement le fil, voilà, donc le fil de la phase, mais il touche un conducteur métallique qui lui-même est en contact accidentellement avec la phase. Donc voilà, je répète. Donc on parle d'un contact direct lorsque la personne touche directement la phase. Un peu comme sur cette image ici. Donc vous voyez, donc il y a la phase, puis la personne qui la touche. Ça, c'est un contact direct. Le contact indirect, donc c'est ce qu'on voit sur, c'est ce qu'on a vu sur cette figure ici. Donc la personne ne touche pas directement la phase, mais elle touche la carcasse qui est en contact avec la phase. Donc voilà, c'est ça la différence entre ce qu'on appelle un contact direct et un contact indirect. Bien, alors je reprends. Donc voilà, maintenant on va voir quelles sont les différentes relations entre ces paramètres qu'on a ici. D'accord? Donc ce sont des paramètres, c'est vrai, qui influencent, qui nous donnent une idée sur le risque que court une personne voilà, donc en danger. Mais attention, bien sûr, il y a quand même des relations, hein, il y a quand même des relations entre ces différents paramètres. Alors, ces relations, on va les illustrer sous forme de courbes. Donc, par exemple, on va commencer par une relation, la relation entre entre le temps de passage du courant de choc dans le corps et l'intensité de ce courant. T en fonction de F IC, donc le temps en relation avec le courant. Très bien. Alors, la courbe représentant cette corrélation entre le courant qui passe et le temps. Hein. Donc ici, c'est écrit la durée de passage du courant. Et là, le courant passant par le corps, IB. Donc, voilà. Donc, il y a des graphes représentant ces relations. Alors, ces graphes qu'on voit ici, ils divisent le domaine ici en 4 parties. Donc, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Alors, pour la partie, par exemple, numéro 1, pour la partie numéro 1, donc, c'est la partie sans risque. Il n'y a aucun risque, vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est la partie sans risque. Dans la deuxième zone, le courant est perçu sans réaction. Donc, dans la zone numéro 1, le courant n'est même pas perçu par la personne. Donc, voilà. Donc, la personne ne sent même pas le courant. Et donc, il n'y a aucun risque. Dans la deuxième partie, le courant est perçu. Donc, la personne, elle sent qu'il y a un courant qu'elle traverse. Mais il n'y a aucune réaction de la personne. Donc, d'une manière générale, c'est sans aucun effet physiologique dangereux. Donc, ni la zone 1 ni la zone 2 ne présentent en réalité, en fait, un danger sur la personne. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Autrement dit, donc sur la courbe, si nous avons un courant qui est inférieur, regardez, donc je peux prendre cette ligne par exemple, voilà. Alors, de cette ligne à gauche, ici, donc il n'y a aucun risque. Il n'y aura jamais de risque, quelle que soit la durée de l'accident. Alors, si le courant donc, est inférieur à 10 mA, donc on pourra dire qu'il n'y a aucun risque, que la personne ne court aucun risque, même si le temps du passage de ce courant dans le corps est très lent. D'accord? Très bien. Mais au-delà de 10 mA, par exemple, si je prends 20 mA, donc vous voyez ici que c'est sans risque, toujours sans risque. On
longtemps, mais à partir d'un certain moment, à partir de l'instant t est égal à 1 seconde, vous voyez, ça va commencer à devenir dangereux pour la personne. Parce que là, on entre dans la zone numéro, on entre dans la zone numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la zone numéro 3? Alors, dans la zone numéro 3, le Coran provoque une réaction. Donc, le Coran provoque une réaction chez la personne. La personne ne peut plus lâcher l'appareil, on dit fou. Donc, ça y est, donc la personne voilà, ne peut plus lâcher le conducteur. Le Coran doit être coupé par un tiers. Donc, il doit y avoir une autre personne qui va devoir couper normalement le Coran. Donc, il doit y avoir un troisième élément, d'accord, qui va devoir couper le Coran, parce que sinon, la personne électrocutée ne peut jamais le faire. Donc, il est coincé et il lâche plus l'appareil. Ça, c'est dangereux. Donc, afin de mettre la personne hors des dangers, habituellement sans dommage organique, mais probabilité de contraction musculaire et des difficultés respiratoires. Donc, vous voyez ici les conséquences. Voilà, donc on a des contractions musculaires et quoi, et des difficultés respiratoires. Donc, généralement, c'est ça. Voilà les conséquences du choc ici dans la zone numéro 3. Mais lorsqu'on passe à la zone numéro 4, attention, alors en ce moment-là, ça devient très dangereux. On a des fibrillations ventriculaires. Donc, fibrillation ventriculaire, ça signifie donc un dérèglement des signaux dans le cœur, donc ça peut devenir fatal. Donc, augmente de 5% d'IK pour la courbe C2, 50 d'IK pour la courbe C3. Donc, nous avons ici nous avons des courbes. Donc, vous voyez ici les courbes C1, C2, C3. Donc, pour la courbe C1, donc on a déjà 5% d'avoir des fibrillations ventriculaires. Donc, généralement, ces fibrillations, donc, ça peut provoquer l'arrêt cardiaque chez la personne. Et puis, lorsqu'on passe à la courbe C2, donc ça devient 50% des cas pour la courbe C3 et plus de 50 au-delà de cette dernière courbe, d'où des effets physiologiques, pathophysiologiques importants tels que l'arrêt du cœur. Donc, vous voyez, donc, ça peut entraîner directement l'arrêt du cœur, arrêt de la respiration même et des brûlures très graves. Donc ici, nous avons voilà, donc nous avons des problèmes, d'accord, nous avons des problèmes qui peuvent même mener à la mort de la personne, d'accord. Très bien. Alors, voilà. Donc, mais regardez quelque chose d'intéressant. Donc, on avait dit tout à l'heure que si on est au-dessous de 10 milliampères, donc on ne court jamais de risque. Regardez, on ne court jamais de risque. Vous voyez? Jamais, quelle que soit la durée. Et c'est, on est au-delà de 1500 par exemple ici, ou bien 2000 ici, vous voyez. Donc, ça y est, c'est sûr, c'est la mort certifiée. Donc, vous voyez, donc dès le début, vous êtes dans la zone 4. Donc, c'est dangereux, c'est instantané. La mort, elle est instantanée. C'est-à-dire lorsqu'on est parcouru par 2 ampères. D'accord? 2 ampères. Ou bien juste 1 ampère ici. Donc, ça se voit que déjà avec 1 ampère, on est dans la zone 4, quelle que soit la durée. C'est pour ça que sur la figure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur cette figure-là, donc là c'est noté 1 ampère, ça y est, c'est l'arrêt du cœur. Donc l'arrêt, c'est un arrêt quasi instantané. Par contre, pour des courants allant de 10 milliampères jusqu'à 1 ampère, donc le problème ne parvient que si, à partir d'un moment donné. Donc, par exemple, si je prends, on verra rien, donc c'est sans danger,
hein, au début, ça reste sans danger, jusqu'à un moment donné, jusqu'à 100 millisecondes, et après, ça devient dangereux. Très bien. Alors ça, c'est la relation entre T et C. Maintenant, on va parler de la relation entre T et la tension. Donc, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on représente les tensions limites, hein, dans le cas d'un milieu sec. Rappelez-vous, la limite qu'il ne faut pas dépasser, c'est 50. Et dans le cas des locaux mouillés, donc la tension ne doit pas dépasser 25 volts. Alors, imaginez par exemple, nous sommes dans un milieu sec. Alors, et que la personne, il se mise à la tension UC, la tension du contact, c'est comme ça qu'on appelle la tension du contact. Alors, je vais remontrer encore sur la figure qu'on a déjà vue. Donc, c'est là, ce qu'on appelle la tension du contact. Alors, imaginez à la tension c'est égal à 50 volts dans un milieu sec. Alors, si la tension de contact est égale à 50 dans un milieu sec, donc je monte comme ça, donc voilà, milieu sec, donc l'intersection, elle est là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il ne peut présenter un danger que si le temps dépasse les 5 secondes. Donc, au-delà de 5 secondes, ça devient dangereux. Ça, c'est dans le cas d'un milieu sec. Maintenant, imaginez qu'on a les 50 volts, mais cette fois-ci dans un local qui est mouillé. Alors, quand est-ce que ça présente un danger? Alors, ça présente un danger à partir de 0,5 secondes. D'accord. À partir de 0,5 secondes, ça peut devenir incroyablement dangereux. Donc, vous voyez ici, de 0,5 à 5, donc c'est déjà, on multiplie déjà ici par 10. Donc, vous voyez ici, juste pour vous montrer que, en fait, l'environnement dans lequel on se trouve, il joue un rôle important. Très bien. Ici, on va vous donner la relation entre la résistance cette fois-ci et la tension UC. Donc, voilà, la résistance. Voilà, je reviens ici. Donc, entre la résistance et UC. Alors, se forme d'un graphique. Donc, voilà. Donc, on va distinguer 4 cas différents. Donc, imaginez si la peau est sèche, si la peau est humide, si la peau est mouillée, ou bien si la peau est immergée complètement dans un liquide. D'accord? Donc, il y a les 4 cas. Bien sûr, le problème, ça va s'aggraver au fur et à mesure qu'on va dans ce sens, de 1 jusqu'à 4. D'accord? Alors, voilà. Donc, par exemple, avec 50 volts, 50 volts, donc, dans le cas d'une peau immergée, imagine quelqu'un, par exemple, dans une salle de bain qui prend une douche. Alors, attention, donc le risque à 50 volts, ça devient très important. Donc, ça devient rapide. Donc, regardez un peu la résistance de la personne ici. Donc, la résistance, ça chute beaucoup. Et lorsque la résistance chute, donc, bien sûr, le courant, ça devient important et le risque est de plus en plus important. OK. Donc, à 50 volts, vous voyez, donc, en passant, par exemple, jusqu'au milieu sec, nous avons une résistance de 4 kΩ. 4 kΩ, donc, voilà, ça veut dire un courant qui va être faible et du coup, le risque ça va devenir moins important. Très bien. Alors, voilà, donc ici, relation, donc voilà, c'est ce qu'on avait vu, la relation entre R et FIC. Bon, bref, la valeur minimale de la résistance d'un corps humain, c'est aux environs de 325 ohms. D'accord? Aux environs de 325 ohms. Donc, à peu près, c'est ce qu'on a ici. Hein. Donc, la résistance minimale, elle est quelque part ici parce que ça, c'est 1000. Hein. Donc, ici, vous avez 1000 et là, 325. Donc, voilà, c'est la résistance minimale qu'on peut atteindre. Donc, il y a une asymptote ici
Donc, les courbes s'approchent. Hein. Donc, on augmente la tension. Donc, toutes les courbes qu'on a ici, ils vont s'approcher de cette valeur minimale qui est de 325 ohms. Donc, voilà les différentes relations qu'on avait étudiées. Donc, maintenant, donc, protéger l'homme des effets dangereux du courant électrique est prioritaire. Le risque d'électrisation est donc le premier à prendre en compte. Bien, l'électrisation du corps humain peut se faire de deux façons, de deux types de contacts. Donc, on avait parlé du contact direct et du contact indirect. La protection, voilà, maintenant, ça c'est les risques. On avait parlé des risques, donc on avait parlé également, on avait également discuté l'évaluation des risques en fonction des différents paramètres qui étant la résistance et la tension et aussi le courant. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour protéger les personnes contre ces risques. Bien, alors la protection, donc le rôle de la protection est d'éviter les dangers pour les êtres humains dus au contact avec la pièce métallique sous tension. Avec des pièces métalliques sous tension. Alors rappelez-vous, des pièces métalliques sous tension, ça peut être la phase, ça peut être un conducteur en contact avec la phase. Donc, contact direct et contact indirect. Alors, la protection contre les contacts directs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour protéger donc les personnes contre les contacts directs? Définition. Alors, contact d'une personne avec une partie active d'un circuit électrique. Donc, on parle d'une partie active. Lorsque je dis une partie active, donc généralement, c'est la phase. D'accord? Donc, généralement, c'est la phase. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on touche la phase, lorsqu'on touche une partie active, lorsqu'on fait un contact, lorsqu'on a un contact, lorsqu'on établit un contact direct avec un circuit électrique, eh ben, ce qui se passe, c'est que la totalité du courant de fuite traverse le corps humain. Ça, c'est très dangereux. Hein, donc, ça, c'est très dangereux parce que le courant de fuite, donc, lorsque je dis le courant de fuite, c'est le courant qui va directement vers la Terre. D'accord? Donc, c'est le courant qui va directement vers la Terre. Alors, ce courant qui va directement vers la Terre, donc, il traverse d'abord le corps humain avant d'aller vers la Terre. D'accord? Par contre, lorsque nous avons un contact indirect, seule une partie du courant de fuite traverse le corps humain. Seule une partie du courant de fuite traverse le corps humain. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le courant de fuite, en fait, il se divise en deux parties, une partie qui traverse le corps humain et une partie qui traverse la ligne, ou bien le fil qui est lié à la Terre. D'accord? Qui est lié à la Terre. Donc, voilà. Ici, il n'y a pas de fil. Hein? Il n'y a pas de fil qui est lié à la Terre. Le fil lié à la Terre, il est en contact avec la carcasse des récepteurs et non pas avec les parties actives. D'accord? Donc, je reviens en arrière juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un contact direct. On n'a pas de fil. On n'a pas de fil ici entre la phase et la Terre. Non, ça ne peut pas y arriver. Ça doit ressembler à un court-circuit dans ce cas. Par contre, dans le cas d'un contact indirect, il y a un fil entre la carcasse de la machine et la Terre. Donc, c'est pour ça que le courant, en fait, ici, le courant qui circule dans la personne, ici, c'est juste une partie parce que l'autre partie, normalement, ça doit traverser le fil qui est lié à la Terre. Très bien. OK. Là, donc, c'est tout le courant qui traverse la personne parce qu'il n'y a pas de fil lié à la Terre. Donc, il n'y a pas de liaison de Terre. Donc, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer ici. Bien, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se protéger contre ce genre de problème? Eh bien, il y a trois façons. Hein. Il y a l'éloignement. L'éloignement, donc, il faut mettre
voilà, il faut placer ces fils très loin des personnes. Donc, pas comme sur cette image qu'on voit ici. Hein. Donc, pas comme cette image qu'on voit ici. Donc, les fils ne doivent pas être à la hauteur euh, des personnes. Donc, on doit toujours les mettre beaucoup plus haut. C'est pour ça que, généralement, pour les fils haute tension, on les met à une hauteur suffisamment élevée pour éviter des contacts directs. Très bien. Donc, ça, c'est l'éloignement. Puis, la deuxième façon de faire, c'est de mettre des obstacles. Mettre des obstacles, par exemple, pour la haute tension, encore une fois, il y a des obstacles. Donc, les câbles que nous avons, généralement, parfois, on met du plastique, on les enroule, donc on les met à l'intérieur des gaines en plastique. Et puis, on utilise aussi des coffrets d'appareillage, des armoires de tableaux, etc., etc. Donc, il y a des obstacles qui nous permettent de ne pas toucher, en fait, de ne pas entrer en direct avec ces fils, d'accord, sous tension. Puis, il y a l'isolation. L'isolation doit être efficace, permanente et adaptée à la tension de l'installation. Donc, bien sûr, l'isolation, donc c'est ça, les gaines, c'est ça les gaines en plastique. Donc, il faut isoler ces phases, il faut isoler les fils sous tension. Et l'isolation, bien sûr, ça se fait en fonction de la tension à isoler. Donc, par exemple, pour isoler une grande tension, donc il faut utiliser beaucoup d'isolants. Voilà, donc c'est ça. Et puis, et conserver à l'usage voilà, ses propriétés. OK, très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour la protection contre les contacts indirects? Alors, contre les contacts indirects, voilà, donc on avait dit que seule une partie du courant de fuite traverse le corps humain, mais le danger reste très important. Donc, même si uniquement une partie traverse le corps, mais il y a toujours un danger. Donc, on va le voir dans un exercice un peu plus tard. Alors, il y a également deux possibilités de protection. D'abord, sans coupure de l'alimentation. Donc, je peux protéger la personne sans même avoir à couper l'alimentation en employant un métal de classe 2. D'accord? Double isolation. Donc, ici, généralement, on utilise des métaux qui présentent une grande isolation. D'accord? Du matériel à isolation renforcé ou à séparation du circuit. Donc, on met un grand isolant. Dans ces conditions, il n'y aura jamais. Voilà, on va minimiser énormément le risque sans avoir à couper l'alimentation. Donc, il n'y a pas de problème. Même si on touche, il y a une grande isolation qui va vous empêcher d'être électrocuté. Et puis, avec coupure automatique de l'alimentation. Donc, sinon, la deuxième possibilité, c'est qu'on doit avoir un dispositif qui permet de couper automatiquement l'alimentation. Et ce qui est important ici, c'est que ce dispositif qui va couper l'alimentation, il doit le faire en un temps record, donc il doit le faire rapidement, sinon donc comme on l'avait dit, hein, comme on l'avait remarqué dans la figure T en fonction de IC, donc je vais vous remontrer ici, hein, bien T en fonction de IC. Donc il faut bien sûr, il faut que le temps soit réduit. Sinon, si on attend beaucoup longtemps, on va entrer dans la zone de danger qui est ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut couper le plus vite possible avant d'arriver dans cette zone hein, de danger. Bien. OK, donc voilà, le système de protection doit être en conformité avec le régime de neutre choisi ou imposé. Alors, le régime de neutre, donc c'est quelque chose qu'on va voir juste en bas. C'est très important. Donc, le système de protection, ça dépend de la façon dont vous connectez. Hein. Le régime de neutre, c'est en fait, il vous donne une idée de comment sont connectés les fils à la Terre. Ça, c'est tout un travail qu'on va voir ici peu. Alors, cette protection n'est réelle que si les conditions suivantes sont réalisées. Alors, toutes les masses métalliques doivent être reliées à une même prise de terre.
Bon, c'est ce qu'on va voir en bas. Toutes les masses métalliques doivent être, voilà. La coupure automatique de l'alimentation doit être suffisamment rapide. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour ne pas se mettre à une tension de contact dangereuse les personnes qui touchent une masse portée à un potentiel trop élevé. Bien. OK. Alors, voilà, on y est, ce qu'on appelle le régime de Nôtre. Donc, c'est là qu'on va voir ce qu'on appelle le SLT, les situations de liaison à la Terre. Hein. On va voir quelles sont les différentes situations de liaison à la Terre. Comment est-ce qu'on fait pour lier à la Terre? Quelles sont les différentes sortes, les différentes façons de faire la connexion à la Terre? Très bien. On sait que la connexion à la Terre, c'est indispensable. D'accord? C'est indispensable pour éviter ce qu'on appelle, pour se protéger contre les contacts indirects. Hein? Donc, pour se protéger contre les contacts indirects, il est indispensable de faire des liaisons à la Terre. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, les régimes de Nôtre. Donc, on va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour le SLT, situation de liaison à la Terre. Alors, les régimes de Nôtre sont des dispositions qui décrivent comment sont connectés le conducteur neutre et le conducteur de protection et la masse N des équipements électriques sur les installations électriques. Il convient avant tout de clarifier certains termes utilisés. Donc, on va clarifier ces trois termes. Hein, ils sont intéressants. Donc, voilà. Bon. Donc, il y a les trois termes. Le neutre, d'accord? Donc, il faut connecter, en fait. Voilà, il faut connecter le neutre. Il y a le conducteur de protection et il y a la masse. D'accord? On va voir quels sont ces trois termes. Alors, le neutre. Le neutre, voilà, je vous le montre sur l'image, vous le connaissez. Donc, vous vous rappelez, ça, c'est le poste de transformation haute tension, basse tension. C'est le dernier poste de transformation, d'accord? Avant d'arriver dans le secteur du bâtiment. Donc, on passe par ce dernier poste. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ce transfo, hein, dans le transformateur. Le secondaire, ça doit être en étoile. Ça doit être en étoile. Pourquoi en étoile? Pour faire justement apparaître le neutre qui est ici en bleu. Donc, vous avez les trois phases ici en rouge, puis le neutre qui est en bleu. Très bien. Donc, ça, c'est le neutre. Donc, le neutre, c'est, vous le connaissez, hein, c'est voilà, le neutre lorsqu'on a l'étoile ici. Lorsqu'on a l'étoile. Bien. Et puis, ça, c'est le neutre. Donc, ce sont les points de neutre du transformateur HTBT. Maintenant, c'est quoi la masse? Alors, la masse, c'est ça. Hein? Donc, c'est la carcasse des récepteurs. Hein? Donc, c'est ça la masse. Okay? Donc, la masse, ce sont les carcasses des récepteurs. Voilà. Ce sont les parties conductrices accessibles. Donc, ce sont des parties conductrices parce que généralement, ici, c'est des métaux. Hein. Accessible, ça veut dire qu'on peut les toucher sans problème. Donc, on les touche tout le temps. D'un matériel électrique susceptible d'être mis sous tension en cas de défaut. Donc, parfois, hein, en cas de défaut, il y a des défauts. Et le défaut, c'est lorsque la phase ici, le fil de phase, touche accidentellement à de la masse, à la carcasse. D'accord? Donc, on dit que nous avons un défaut de masse. Très bien. Donc, voilà, vous avez compris. Puis, il y a le conducteur de protection PE. Alors, le conducteur de protection PE, c'est un conducteur de couleur vert, jaune, dont la fonction est de relier toutes les masses métalliques des appareils à la Terre. Bon, voilà, c'est dit. Le conducteur de protection, c'est un fil qui va lier toutes les masses des appareils à la Terre. Alors, il y a peut-être une figure pour vous expliquer. La voici. La voici. Donc, voilà la bonne ici, c'est la bonne configuration. C'est ce qu'on a à droite. Donc, vous voyez, on a des récepteurs, 4 récepteurs ici.
il y a une prise. Donc, il faut d'abord réunir toutes les carcasses. Ça, c'est la carcasse, en fait, pour une prise. Donc, c'est le mâle que nous avons ici. Une ampoule également. Donc, il faut qu'on prenne toutes les masses, on les réunisse et à la fin, on les met à la terre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est lier chaque masse à la terre, chaque masse à la terre, chaque masse à la terre. Ça, ce n'est pas une bonne façon. Pourquoi? Donc, justement, ici, afin d'éviter la multiplication des prises de terre, donc on ne veut pas multiplier les prises terrestres. Normalement, il faut avoir une seule par bâtiment. Une seule prise de terre par bâtiment. D'accord? Alors, le conducteur PE, c'est celui-là. C'est un fil qui est en vert et en jaune en même temps. Je vais vous montrer sur la figure ici. Voilà, c'est lui. D'accord? Donc, ce qu'on voit ici, la mise à la terre. Voilà comment est-ce qu'on fait pour mettre à la terre le PE, le conducteur PE. Voilà, c'est une mise à la terre par l'intermédiaire d'un piquet. Donc, c'est comme ça qu'on fait la mise à la terre dans le bâtiment. Donc, ce qu'on a ici, le voilà. Donc, vous le voyez ici sur l'image. Bien. Donc, disposition du conducteur du PE. Maintenant, vous savez que le PE, donc c'est lui qui connecte, c'est le câble qui connecte toutes les masses entre elles, et à la fin, il les connecte à la Terre. Il fait la mise à la Terre ici. Bien, afin d'éviter la multiplication des prises de terre, donc on ramène les conducteurs de protection au tableau de distribution, comme on le voit ici. On les ramène tous au tableau de distribution. Ils sont reliés ensuite à la terre, puis on les relie directement à la terre, par l'intermédiaire d'un piquet de terre. Voilà, c'est le schéma que je vous ai montré ici, ce piquet-là. Ou d'un conducteur enterré. On peut avoir soit un piquet ou bien un conducteur enterré. Je vais encore vous montrer sur une image un peu plus en bas. Voilà, ici. Donc, vous voyez, donc le PE là, dans le cas, voilà, ici j'utilise un piquet, sinon je peux utiliser un conducteur enterré. D'accord, un conducteur enterré. Bien. Le conducteur de protection n'est pas distribué par le fournisseur d'énergie. Donc, attention, ils disent que voilà, le conducteur, il n'est pas fourni. Donc, c'est à vous de l'acheter pour réaliser votre installation à domicile. Bien. La troisième chose qu'on va voir, c'est la terre. Alors, la terre peut être considérée comme un milieu conducteur. Très bien. Donc, vous voyez, donc, la terre, c'est un milieu conducteur. Sa résistance dépend de la nature du milieu. OK? Terre argileuse, roche, granitique, etc., etc. Donc, la terre, c'est quoi? C'est un conducteur avec une certaine résistance qui dépend de la nature géographique du milieu. Très bien. Puis, il y a la prise à la terre. La prise à la terre, c'est ça, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise à la terre, ou encore ce qu'on a ici. La prise à la terre. Alors, la prise à la terre, c'est l'endroit où le conducteur de protection PE de l'installation électrique est relié à la terre. Donc, c'est cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle la prise à la terre. Physiquement, il s'agit généralement d'un conducteur enterré ou d'un piquet métallique planté dans la terre. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc, la prise à la terre, ça peut se faire via un piquet de terre ou bien via un conducteur métallique qui est enterré dans la terre. Cependant, l'utilisation d'un piquet de terre ou autre pour la mise à la terre ne permet pas de réaliser un contact parfait entre ce piquet et la terre. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Ils disent que, attention, la mise à la terre via un piquet ou bien via un conducteur, ça peut être un piquet ou bien un conducteur, ce n'est pas une mise parfaite à la terre. On ne peut jamais avoir une mise parfaite à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part ici, il y a une résistance qui va empêcher le courant de traverser ce fil. Donc, d'où, en fait, ce qu'on a ici, en réalité, il faut modéliser de cette façon.
il faut tout le temps mettre une résistance ici, même si on ne la voit pas. Attention, c'est une résistance fictive. Hein, c'est écrit ici. Il y a quelque part ici ce qu'on appelle une résistance de contact. Il y a une résistance de contact parce que le contact, comme on l'a dit, entre le pic et la Terre, ce n'est pas un contact parfait. Ce n'est pas un contact parfait, donc il y a une certaine résistance. Et cette résistance-là, c'est vraiment quelque chose de très négatif, hein, du point de vue protection. Parce que si nous avons une résistance ici, bon, je vais revenir peut-être en arrière, juste pour vous dire, pour vous expliquer. Voilà, donc plutôt, voilà, donc je vais encore monter un petit peu, ici, 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 voilà. Donc lorsqu'on fait la mise à la Terre ici, d'accord, vous avez une certaine résistance de contact, hein, vous avez une certaine résistance de contact. Imaginez cette résistance est très grande. Hein, imaginez que vous avez une résistance de contact qui est très grande. Alors, le Coran, rappelez-vous, on avait dit qu'il se divise ici en deux parties. Il y a une partie qui traverse le corps. Il y a l'autre partie qui va traverser le fil qui est mis à la terre. Mais si la résistance de contact ici est très grande, ça veut dire que le courant qui va circuler dans cette partie, il serait faible. Du coup, on dirait que la grande majorité du courant, il va traverser la personne et ça, c'est quelque chose de vraiment négatif. Par contre, si vous avez une résistance faible, ça veut dire que la majorité du courant va passer par le fil et non pas par la personne. Donc, nous avons une bonne protection. C'est pour ça que cette résistance, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment important. Voilà, et on a intérêt à ce que le contact soit le plus parfait possible. D'accord? On a intérêt à ce que le contact soit le plus parfait possible. Bien. Alors, en effet, il existe une résistance de contact non négligeable qui peut atteindre quelques dizaines, voire quelques centaines d'hommes. Heureusement, c'est pas beaucoup. Mais si beaucoup, lorsque, dans ce cas-là, c'est beaucoup dans ce cas-là. Dans le cas 4 et le cas 3, ça peut devenir beaucoup parce que vous remarquez que pour le cas 3 et le cas 4, la résistance de la personne est inférieure à 1 kilo. Est inférieur à 1 kilo. Et 1 kilo, ce n'est pas très grand, hein, devant la résistance de contact qui est de l'ordre d'une centaine d'hommes. Donc, c'est ça le problème. Par contre, si nous avons, dans le cas d'une peau sèche, voilà, donc nous avons 5 kOhm qui est largement supérieur à la résistance de contact. Donc, généralement, dans ce cas, le courant va devoir traverser avec la résistance de contact au lieu de traverser la personne. C'est ça le problème. Donc, la valeur de la résistance de contact, ça peut devenir problématique dans le cas d'une peau mouillée ou bien dans le cas d'une peau émergée dans l'eau. Bien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la négliger. Il ne faut jamais la négliger parce que ça peut devenir problématique, comme j'ai dit. Bien. Alors, il existe une résistance voilà, négligeable qui peut atteindre une dizaine, soit quelques centaines d'hommes. On l'appelle résistance de prise de terre Rn. Hein, prise de terre Rn. Bien. C'est ce qu'on a ici. Bien. Donc, à chaque fois que nous réalisons un contact, ou bien un contact avec la Terre, alors automatiquement, vous avez une résistance de prise de terre. Vous avez une résistance de prise de terre qui est une résistance fictive, hein, quelque chose qui est là, hein, qui est là. Alors, il est impératif de prendre en considération, en compte, l'existence de cette résistance de prise de terre dans l'étude des différents défauts. Donc, il ne faut jamais ignorer la résistance. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer ici. Donc, il ne faut jamais ignorer cette résistance. C'est pour cette raison que les cookies, hein, les dessins, la prendront en compte sous forme d'une résistance fictive. Donc, dans les dessins,
on la met toujours. Il faut toujours la tenir en compte pour ne pas l'oublier. C'est très important parce que c'est quelque chose de fictif, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il est très probable qu'on l'oublie. Du coup, dans les dessins, pour ne pas tomber dans le piège, il faut la représenter. Ceci est vrai pour la résistance de prise de terre du neutre. D'accord? Donc, cela est vrai également pour le neutre. Parce que, attention, hein, donc ce qu'on va voir ici, c'est que, je vais revenir en arrière ici juste pour vous montrer. Hein. Donc, vous voyez, dans ce schéma, nous avons mis les masses en contact avec la Terre. Ici, on fait ça à côté du bâtiment. D'accord? La mise à la terre des masses, ça se passe à côté du bâtiment. Mais pour le neutre, lui aussi, dans certaines situations, on le met en contact avec la terre. Mais pas ici. Ça se passe plutôt à côté du poste de transformation. D'accord? Donc, vous avez généralement deux mises à la terre. Une mise à la terre des masses à côté du bâtiment et une mise à la terre du neutre à côté du poste de transformation. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Donc, on a en gros deux mises de masse. Hein, deux mises de masse, mais pas toujours. Hein, pas toujours, on va voir les différentes situations que l'on a. Donc, c'est vrai aussi pour la résistance de prise de terre du neutre. Donc, si nous avons mis le neutre en contact avec la terre, il faut également faire la même chose, prendre en considération cette résistance de prise de terre. Donc, à chaque fois qu'on met une prise de terre, que ce soit pour les masses ou bien pour le neutre, il faut tenir compte de cette résistance de prise de terre. Ah, voilà, donc je l'ai noté ici. Hein. Donc, au niveau du poste de transformation. Donc, pour le neutre, c'est au niveau du poste de transformation, mais pour le PE, hein, le conducteur de protection, c'est au niveau de l'habitation. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça parce que c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que le poste de transformation est généralement bien suffisamment loin de l'habitation. Hein? Le poste de transformation se trouve en général à une grande distance de l'habitation. Et lorsque je dis grande distance, ça veut dire que il faut tenir compte de la résistance des câbles, hein, qui fait la connexion entre le poste de transformation et l'habitation. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On va le voir un petit peu dans les schémas suivants. D'accord? Donc, voilà. Alors, le dernier point que l'on va voir, donc on a vu la masse, on a parlé de la masse, on a parlé du neutre, on a parlé du conducteur du neutre, et on a parlé de la Terre. Maintenant, on va parler de l'isolement électrique. Alors, si la capacité que possède une installation, un appareil ou une partie d'un appareil à ne pas laisser entrer en contact une de ces parties avec un autre potentiel autre que le sien dans les conditions normales. Donc voilà, donc il y a des appareils, on est en train de nous expliquer que il y a des appareils qui sont parfois protégés contre ces défauts de masse. D'accord? Donc ils sont parfois protégés. Donc les degrés de protection, ça varie bien sûr d'un appareil à l'autre. Alors en présence de deux potentiels différents, il peut y avoir circulation d'un courant. Alors, en cas de mauvais isolement, on parle de défaut d'isolement. Hein, nous avons un défaut d'isolement en cas de mauvaise isolation. Parce que normalement, on avait dit que la phase peut toucher la carcasse d'une machine. Ça arrive lorsque nous avons une mauvaise isolation. Mais dans le cas de très bonne isolation, on ne pourra jamais avoir ce genre de défaut. Très bien. Maintenant, ça y est, on y est. Donc, les différents schémas, c'est là qu'on va voir les différents schémas de liaison à la Terre. C'est très important. C'est la partie très intéressante. Alors, le régime de neutre est identifié à partir de 2 ou 3 lettres. Donc, le schéma de liaison à la Terre
est identifié à partir de 2 ou 3 lettres. La première lettre. La première lettre permet d'identifier la situation du neutre, du transformateur HTBT par rapport à la Terre. Donc, écoutez, je répète un petit peu parce que c'est très important. J'insiste sur cette partie-là, c'est vraiment important. Alors, il y a quoi? Il y a le neutre et il y a la masse. D'accord? Il y a le neutre et il y a la masse. Le neutre, rappelez-vous, c'est dans le transformateur et qui est dans le poste de transformation. Ça, c'est d'un côté. La masse, c'est pour les récepteurs qui se trouvent dans le bâtiment. D'accord? Bien. Donc, il y a le neutre qui se trouve dans le poste de transformation. Il y a la masse qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, on va voir les différentes façons de sécuriser les deux. Sécuriser le neutre et sécuriser les masses des instruments. D'accord? Bien des récepteurs. Très bien. Alors, pour les sécuriser, c'est là qu'on fait la mise à la terre. Hein, c'est là qu'on fait la mise à la terre. Alors, donc, la première lettre, c'est pour le neutre. La deuxième lettre, c'est pour la masse. Alors, si le neutre est mis en contact avec la Terre, c'est T. T, ça veut dire Terre. Deuxième possibilité, c'est que le neutre est isolé de la Terre. Ça donne un I. Alors, voilà les différentes situations que l'on peut avoir. Alors, à gauche, vous avez le neutre, il est mis en contact directement avec la Terre. Rappelez-vous, à de la résistance, on avait dit c'est une résistance de prise de terre pour le neutre. D'accord? Donc ici, le neutre est mis directement à la Terre, donc c'est la lettre T. Deuxième possibilité, c'est d'isoler le neutre. Vous avez le neutre, mais il n'est pas connecté à la Terre. Donc c'est un neutre isolé. Donc c'est un I. Troisième possibilité, c'est de mettre le neutre en contact avec la Terre par l'intermédiaire d'une impédance. Par l'intermédiaire d'une impédance de l'ordre de 1 jusqu'à 2 kΩ. Bien sûr, souvenez-vous, il y a toujours cette résistance de mise à la terre, de prise de terre, la résistance de prise de terre du neutre. Bien. Très bien. Donc, ça, c'est quoi? C'est le neutre impédance, c'est toujours un I. Donc, lorsqu'on dit un I, donc ça peut être soit isolé, soit impédant. Isolé, pas de contact du tout. Impédant, il y a un contact, mais par l'intermédiaire d'une grande impédance. D'accord? Donc, c'est ça c'est pour le neutre. Maintenant, la deuxième lettre. La deuxième lettre, ça va concerner la masse. Hein, ça va concerner la masse. Il y a deux possibilités pour la masse. La masse, donc je vais vous montrer d'abord sur le schéma. Voilà, c'est ça, les récepteurs. Donc maintenant, ici, on est à l'intérieur du bâtiment. Ici, c'est le poste. C'est au niveau du poste de transformation. D'accord? Alors, pour les récepteurs, ou bien pour les masses, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est T, ça veut dire on va les connecter à la Terre. C'est le cas qu'on avait vu ici. Ça, c'est T. Les masses sont tous mises à la Terre. Mais il y a une deuxième possibilité qu'on peut envisager, c'est un N. C'est un N. Alors, dans ce cas, les masses ne sont pas connectées à la Terre. Ils sont connectés au neutre. Hein, ils sont connectés au neutre. Alors, dans ce cas, dans cette situation, lorsque les masses sont connectées au neutre, donc il faut ramener le neutre depuis le poste de transformation jusqu'au bâtiment. Par contre, si par exemple, ici, vous avez des masses qui sont connectées à la Terre, je pense qu'on n'est pas vraiment obligé de ramener le neutre depuis le poste de transformation jusqu'au domicile. Bon, en tout cas, voilà.
sur ce schéma, par exemple, ici. Donc, oui, donc, attendez, voilà. Alors, quand est-ce que ça devient 3 lettres? 3 lettres, ça arrive lorsque nous avons la configuration ou bien l'origine neutre Tn. Tn, donc T, ça veut dire que le neutre il est lié à la Terre et que la masse elle est liée au neutre. Dans ce cas, on distingue deux classes ou bien deux possibilités. Soit vous avez un TNC, alors dans ce cas, le neutre et le PE sont confondus, ou bien un TNS, dans ce cas, le neutre et le PE sont séparés. Juste pour vous rappeler, le PE, c'est le conducteur vert-jaune et le neutre, c'est le conducteur bleu. Ok, je vais vous remontrer cela. Comme ça, vous allez pouvoir faire la distinction. Voilà. Voilà le PE. C'est en vert-jaune. C'est ce qu'on a ici. Hein. Et voilà le nôtre qui est le bleu. D'accord? Donc, pour les masses, il y a deux possibilités. Soit on les met en contact avec la Terre, soit on les met en contact avec le neutre. Hein, soit on les met en contact avec le neutre. Et lorsqu'on les met en contact avec le neutre, il y a deux possibilités. Soit on confond carrément le neutre et le PE, soit on les sépare. Donc, TNC, c'est confondu. TNS, c'est séparé. Bien. Voilà. Alors, les résistances de prise de terre RU et RN sont des résistances fictives. Donc, RU, c'est la résistance de prise de terre pour la charge. Et Rn, c'est la résistance de prise de terre pour la phase. D'accord? Vous voyez ici, c'est Rn pour la phase. Pardon, pour le neutre. Donc, pour le neutre ici. Et Ru, c'est pour les masses. D'accord? La résistance du prise de terre pour les masses. Bien. OK. Donc, je reviens. Voilà. Donc, c'est sur le schéma déjà. Donc, c'est un schéma qui explique bien là, tout ce qui se passe. Donc, là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le schéma TT. Alors, voilà. Voilà. Donc, on a dit que les résistances fictives, donc il y a RU, il y a Rn, elles correspondent à la résistance de prise de terre qui dépend de la résistance de contact du piqué de terre ainsi que de la terre elle-même. Alors, ces résistances doivent être prises en compte, on l'avait dit, dans les calculs. C'est la raison pour laquelle sur les dessins, on les dessine sur les schémas de liaison de terre, SLT. OK. Alors, les schémas de liaison de terre, ce sont ces schémas-là. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des schémas de liaison de terre. Parce qu'on montre comment est-ce qu'on fait pour la liaison, pour le neutre et pour les masses. Donc, n'oubliez jamais, il y a deux parties qu'il faut lier. Il y a le neutre et il y a les masses. Bien. L'étude d'un schéma TT. Alors, le schéma TT, ça veut dire que le neutre, c'est lié à la Terre et que la masse, c'est lié à la Terre. Donc, schéma, le voici. Donc, voilà. Donc, le poste de transformation, vous avez le bâtiment. Donc, dans le poste de transformation, vous prenez le neutre et vous faites la mise à la terre, direct. Ça, c'est la résistance fictive, normale. Et puis, vous réunissez toutes les masses et vous les mettez également à la terre et vous avez aussi cette résistance fictive. Donc, c'est terre-terre. Ça veut dire que le neutre, il est mis à la terre et les masses sont aussi mise en contact avec la Terre. Très bien. Alors, ça, c'est le schéma TT. Alors, maintenant, on va étudier ce schéma. Alors, la première chose à faire, c'est voir ce qui se passe dans le cas d'un défaut de masse. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si nous avons un défaut de masse au niveau du récepteur numéro 2. Alors, dans ce cas, donc voilà, ici, vous avez un contact, un défaut. Hein, un défaut. Apparemment, la phase numéro 3, il touche
la carcasse ou bien la masse du récepteur numéro 2. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer ou bien de trouver ce qu'on appelle le courant de défaut. Le courant de défaut, c'est-à-dire le courant de fuite. On ne s'intéresse pas au courant total qui arrive sur les phases et qui revient sur le neutre. Non. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement le courant de défaut. Parce que c'est le courant qui présente un risque pour la personne. D'accord? Donc, c'est le courant qui présente un risque sur la personne. Alors, donc on va chercher la boucle du défaut. Hein, on va chercher la boucle du défaut, c'est très important. Pourquoi on le fait? C'est pour pouvoir justement déterminer à quoi est égal ce courant ID. On le détermine, puis après, on va voir est-ce qu'il va présenter un danger pour la personne ou bien c'est sans danger. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de savoir est-ce que la personne est vraiment en danger ou bien elle n'est pas en danger. S'il est en danger, on va également déterminer le temps, hein, le temps où il faut couper le courant, à ne pas dépasser. D'accord avant que la personne, bien sûr, subit voilà, la mort. Quoi. Donc, avant l'arrêt du cœur de la personne. Donc, il y a le temps. Rappelez-vous, il y a des graphiques. Donc, ce sont les graphiques qu'on a déjà vus lorsqu'on avait parlé de la relation entre le temps, le courant et le temps et la tension, puis la relation tension, résistance, etc. Bien. Alors, la boucle du défaut, donc, c'est la boucle qui va nous permettre de calculer le courant défaut et de savoir si la personne est vraiment en danger ou pas. Alors, le courant défaut, donc, vous voyez, donc, ça sort de la phase numéro 3. Ça, c'est la phase numéro 3. Donc, il suit la ligne 3 parce que c'est elle qui crée le défaut. C'est la ligne 3. Alors, une fois ici, donc c'est là que vous avez un contact entre la phase 3 et la carcasse de la machine. Et qui dit un contact, donc, on doit penser directement à une résistance de contact. Et il y a forcément une résistance de contact à ce niveau-là, entre la phase et la carcasse de la machine. Puis, ce courant, il se divise après en deux parties. C'est ce que nous avons dit. Une partie qui va traverser la personne et une partie qui va aller suivant le conducteur PE pour arriver jusqu'à la Terre. Bien sûr, vous savez que la boucle, ça doit être fermé. Donc, après, le courant qui traverse la personne, donc, il va aller par terre. L'autre aussi, il va aller par terre. Donc, après, ils vont se regrouper ici et rejoindre le neutre du transformateur, bien sûr. Et voilà. Donc, ça, c'est le générateur. Ici, vous avez le générateur WED. C'est entre la phase 3 et le neutre. Donc, ici, la tension, ici, c'est 220 volts. Hein, c'est 220 volts. Mais attention, la tension entre deux phases, c'est 400 volts. Bien 230, 400 volts, voilà. 230, 400 volts. Voilà, donc la tension ici, qui va créer le courant du défaut, c'est de l'ordre de 230 volts, et non pas 400. Très bien. Maintenant, pour trouver le courant ID, il faut savoir les différentes résistances que nous avons dans le circuit de la boucle de défaut. Alors, quelles sont ces résistances? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est le poste de transformation. Et là, c'est le domicile. Hein, ici, c'est le domicile. Et comme vous le savez, la distance elle est généralement très, 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 très grande. Et si la distance est grande entre le domicile et le poste de transformation, vous avez une résistance de fil qu'il faut prendre en considération en passant de là jusque-là. D'accord? On prend en considération la résistance du fil. Très bien. Ensuite, ici, ce n'est pas une grande distance. Puis, il y a une résistance de contact ici. Il y a une résistance pour la personne. N'oubliez pas la résistance fictive du contact du PE avec le sol. N'oubliez pas non plus la résistance fictive du contact du neutre avec le sol. Et bien voilà, je pense que c'est tout. Hein, c'est l'ensemble des résistances que nous avons. Bien sûr, la Terre, ça représente une certaine résistance, mais généralement, c'est négligeable devant ces différentes résistances qu'on a citées. Donc, au total, on a quoi? On a 1, 2,
3, 4, puis 5 résistances. 5 résistances. Comment sont associées ces résistances? Alors, déjà, la résistance de la personne avec la résistance fictive, attention, ils sont branchés en parallèle. Regardez. Parce que là, le courant se divise en deux. Parce que vous avez un courant qui se divise en deux, ça veut dire que vous avez une association en parallèle. Mais ces deux résistances qui sont en parallèle sont en série avec cette résistance de contact qui est encore en série avec la résistance du fil. Regardez, c'est le même courant qui traverse les deux. Et puis, qui sont aussi en série avec la résistance Rn. Alors, en gros, voilà le schéma. Voilà le schéma, donc c'est ça. Donc, voilà la personne ici, avec la résistance RH, voilà RU. Vous pouvez remarquer l'association en parallèle ici. Puis, vous avez la résistance du contact, la résistance du fil, puis la résistance Rn. Alors, maintenant, il suffit de faire une étude rapide du schéma pour déterminer le ID en sachant la valeur de V à quoi est égal et en sachant la valeur de différentes résistances. Alors, après, quand on fait les calculs, donc voilà ce qu'on trouve. Donc, ID est égal V divisé par l'ensemble de ces résistances. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ID, c'est égal à 5,41 ampères. Alors, 5,41 ampères. Alors, en termes de tension, c'est 132 volts. UC, la tension au bord de la personne. La tension au bord de la personne. La tension de contact, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Bon. Je peux peut-être revenir en arrière hein, pour vous rafraîchir un peu la mémoire ici. Voilà la tension de contact. Cette tension de contact, c'est de l'ordre de 134 volts. 134 volts, voilà. Alors, je vais revenir. OK. 132 volts. 132 volts. 132 volts, rappelez-vous, la tension maximale à ne pas dépasser dans le milieu sec, dans un milieu sec, c'est 50. Apparemment, 132 volts, c'est largement supérieur à 50 volts. Ça veut dire que la tension, ça présente un danger réel sur la personne. Maintenant, s'il présente un danger, il faut regarder le temps nécessaire pour débrancher, ou bien pour couper le courant. Hein? Il faut calculer ou bien estimer le temps d'intervention du troisième élément qui va couper le courant. Alors, ce temps-là, donc, pour l'estimer, généralement, on travaille avec des graphiques. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, on va travailler avec le graphique représentant le temps en fonction du courant. Hein, le temps en fonction de tension de contact. C'est le même graphique qu'on a déjà vu ici, si vous vous rappelez. Où est-ce qu'il est? Voilà, voilà. C'est lui. Hein, le temps en fonction de la tension. Donc, c'est généralement ce graphique qu'on utilise pour estimer le temps. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas 50 volts comme tension de contact, on a 132 volts. Et 132 volts, normalement, ça doit vous donner un temps d'intervention qui doit être assez réduit. Alors, on va l'estimer. Voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est chercher les 132 volts. Donc, vous avez 100 ici, vous avez 200. L'échelle logarithmique, 132, la voilà. Alors, ça va vous donner 3 possibilités. Pourquoi 3 possibilités? Dépendamment de la tension limite. Dépendamment de la tension limite. Dans un milieu sec, voilà, il faut travailler avec celle-là. Si vous êtes dans un milieu humide, il faut travailler avec ça. Si vous êtes dans un milieu mouillé, par exemple, il faut travailler avec ça. Donc, ça dépend. Vous avez les 3 tensions limites que nous avons, 12, 25 et 50. Très bien. Alors, donc, dans un milieu sec, il faut intervenir dans les 175 millisecondes. D'accord? Sinon, ça va risquer de tuer
tuer la personne. Donc, le Coran, ça peut… Voilà. Sinon, si vous êtes dans un milieu sec, donc voilà ici en fait, donc il y a une légende ici. Voilà. 175 dans un local sec, puis 25 dans un local humide, et puis 12 dans un local qui est mouillé. Donc voilà. Donc par exemple, dans un local mouillé, il faut intervenir très très rapidement, dans les 30 premiers millisecondes. D'accord? Sinon, ça serait très grave pour la personne. Très bien. Ok, ok. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, après tout calcul fait, voilà ce qu'on trouve. Voilà. Qui va intervenir pour couper le Coran, hein, qui va couper le Coran? Eh bien, c'est l'instrument, bien sûr, qui protège, qui est conçu pour protéger les personnes. Et cet instrument, on en a déjà parlé, c'est le disjoncteur différentiel. Vous vous rappelez du mot différentiel. Donc, lorsqu'on dit différentiel, donc c'est pour protéger les personnes. D'accord? Donc, il y a le DDR dont on avait parlé. DDR, donc c'est lui qui va détecter le défaut et c'est lui qui va ordonner la coupure du Coran. Bien sûr, le DDR associé à un disjoncteur, ça devient un disjoncteur différentiel. Donc, voilà. Ok, donc la fonction différentielle, elle est assurée par le DDR. Hein, elle est assurée par le DDR. Alors, ce dispositif sera placé dans le circuit de manière à ce qu'il puisse mesurer le courant voilà, dans l'installation de la ligne du rotor. Donc, on en a déjà parlé de ça, comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement, ce qu'on a déjà expliqué. Alors, du coup, voilà. Donc, il faut mettre un interrupteur ou bien un disjoncteur différentiel ici pour protéger la personne. D'accord? C'est pour ça qu'il faut le mettre ici. Donc, sur chaque récepteur, normalement, il faut ajouter un DDR, un interrupteur différentiel pour la protection des personnes. Bien. Ben voilà, donc je pense que ici on va s'arrêter là. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer à un deuxième schéma, donc, qui est le schéma TN. Et puis on va passer aussi, parce qu'il y a 3 schémas au total. Donc on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci à vous.